Je voudrais bien sûr vous dire, distingués invités, que tout d'abord, devant votre honorable assemblée, j'aurai une pensée particulière et compassée pour les jeunes de Tunisie qui croient encore et rêvent toujours d'une véritable incarnation de leurs aspirations avec tant de constance et de détermination. Ceci en dépit des méandres de la politique qu'ils subissent depuis ce qu'ils avaient pensé pouvoir baptiser du mot de révolution. Ils auraient tant souhaité façonner leur futur dans un État à la hauteur de leurs espérances. À l'exception de militants courageux, notoirement connus, qui avaient été réprimés et broyés par le despotisme et la tyrannie, de grandes franges de la génération précédente s'étaient couchées durant 20 ans devant les manquements qui avaient généré ces désillusions de la jeunesse populaire. En un moment de surcroît où les classes moyennes sont désormais réduites à la portion congrue. Donc l'écume des cheveux blancs des dirigeants successifs doit donc se faire humble devant l'ampleur du tsunami des espérances porté par l'imaginaire des jeunes de cette génération et leur volonté de lutter pour leur devenir. La révolution tunisienne, continuons malgré tout à l'appeler comme ça, a plus de 9 ans et toutes ses dents sont déjà sorties depuis longtemps. Ceux qui se déclarent l'incarner vont devoir faire concrétiser dans les faits les attentes de ceux qui ont véritablement fait la révolution sur le terrain et qui s'interrogent. Sera-t-elle restée inachevée? Les horizons se seront-ils évanouis dans la brume des ambitions des nouveaux venus? Serait-ce en fait une révolution sans jasmin? Les Tunisiennes et les Tunisiens deviennent désormais, aujourd'hui, les tenants et les initiateurs du Forum commun maghrébin en mutation, où seront libres de s'exprimer les opinions et leurs aspirations. Les jeunes sont porteurs de cette magie et ils vont devoir impérativement opérer et le faire. Dar dar, bit bit, zanga zanga, selon la citation connue. Le sentiment d'un risque de confiscation des espoirs des jeunes tunisiennes et tunisiens est vivace. Il est vrai qu'ils se seraient portés en masse vers un candidat désormais élu qui serait à leurs yeux le réceptacle de leurs revendications avec des câlins. Une câlinothérapie à coups d'embrassade et accolade. Mais est-ce ceci qu'ils veulent obtenir et de qui? Les coups de boutoir des jeunes des régions et des damnés de la terre sont de plus en plus nombreux et virulents, au risque d'accompagner une segmentation de la société civile et du pouvoir. Le motif de cette résistance, c'est l'indignation de la jeune génération qui s'est engagée dans le sillage de la responsabilité, celui de la personne humaine, désormais collective, afin de ne pas laisser tuer l'espoir de manière pernicieuse. Après les pères combattants de l'indépendance, ces jeunes sont devenus à leur tour, aujourd'hui, les symboles d'une souveraineté qui doit appartenir à l'ensemble des Tunisiens. Ils ont hissé les symboles de la démocratie vivante et ceux des lois partagées au cri du cœur, vivre libre. Mais méfions-nous de l'enthousiasme mortel qu'évoquait déjà Frantz Fanon, car al-muhim laysa al-nizam bal al-watan. Dans ce contexte, comment la politique étrangère de la Tunisie pouvait-elle être restée imperméable?
comment le destrier de la diplomatie économique de la Tunisie pourrait-il être lancé tel un étalon conquérant tout crin au vent? Comment les approches et stratégies d'influence relationnelles nouvelles et modernes pourraient-elles être préemptées? Et comment l'image de la Tunisie à l'étranger se reflèterait-elle au travers du prisme de sa politique étrangère actuelle? Un prisme qui se heurte fatalement à la multiplicité de ses facettes. Pour la Tunisie, avoir une image flamboyante constitue-t-il réellement une nécessité? Au vu de ce qui transparaît actuellement pour certains dirigeants tunisiens du moment, la réponse semblerait s'orienter vers le non. C'est bien commode, en effet, de se détourner de ce que l'on n'appréhende pas au lieu de s'y initier. Une carence que notre pays ne devrait pas avoir à subir au détriment de sa politique diplomatique et économique tant nécessaire. Mais veut-on vraiment activer les compétences alors que, comme le dit l'adage, les ratés ne vous rateront pas? Il y a bien des pays qui ne font pas une priorité de leur image dans leurs approches diplomatiques. Notre voisin de l'Ouest ne s'en est jamais réellement inquiété outre mesure. Mais par-delà son image historique et culturelle millénaire, la Tunisie, d'après l'indépendance, s'est avérée fortement liée à l'image qu'elle renvoie d'elle, quasiment sans ressources notables et avec des ambitions de développement immenses. Les pères fondateurs de la Tunisie moderne ont immédiatement pris la mesure de la portée de l'image que la politique étrangère du pays pourrait susciter en matière de diplomatie économique. Ils ont, par exemple, ouvert la voie à l'industrie touristique et ont ainsi créé une des sources de rentabilité et de développement jusque-là quasi ignorées en masse. 3 étapes et 3 approches se sont succédées durant le demi-siècle passé pour doter la Tunisie d'une image porteuse et propice à sa diplomatie économique à la mesure de ses objectifs. Et ceci par-delà sa dimension limitée dans un monde en pleine expansion exponentielle et en pleine explosion. La première étape a été celle de l'indépendance et de l'ouverture de la Tunisie à ce qu'on appelait alors le monde libre, par opposition au bloc communiste. Sans aucun complexe, le combattant suprême nationaliste Habib Bourguiba s'est tourné vers l'espace qu'il considérait comme le plus à même de servir les intérêts de son pays. Il a été le premier à comprendre que la Tunisie doit se placer. Il a développé un véritable lobbying avant l'heure. Il a été avant-gardiste en la matière. Peu de gens connaissent Cécile Hourani, ce Libanais qui avait été le directeur du bureau arabe à New York avant de devenir à l'indépendance le conseiller personnel de Bourguiba à Tunis. Et pourtant, il a constitué un relais indéniable entre Bourguiba et la plupart des réseaux d'influence occidentaux. Bourguiba a su imposer l'image de la Tunisie et lui permettre de passer de l'ombre à la lumière. Qui ne se souvient du panache de la remontée triomphale de l'avenue Broadway à Manhattan en mai 1961, 5 années seulement après l'indépendance, en voiture décapotable, suivie d'un cortège officiel interminable, un Bourguiba saluant debout la foule des Américains amassés de chaque côté du parcours, en hommage à notre si petit pays, devenu si grand de par sa politique étrangère, alors qu'on confondait encore là-bas Tunisie et Tasmanie. N'est-ce pas là une image singulière de notre pays, conduit par celui qui appartenait à la race des seigneurs et qui, en fait, en ce moment, fait pâlir plus d'un aujourd'hui? Celui dont le général de Gaulle disait dans ses mémoires « J'avais en face de moi un lutteur, un politique, un homme d'État et un visionnaire
dont l'envergure dépasse les dimensions de son pays. Il est vrai qu'il ne pouvait pas dire autrement de Bourguiba, que certains ignares et incultes accusent d'avoir fourni à la France le fer que Gustave Eiffel avait utilisé en 1887 pour construire la tour, alors que Bourguiba est né 16 ans après. Mais laissons les imbéciles mourir heureux de leur propre déficience mentale. À tout cela, je leur dirai que la bave du crapaud n'atteint pas la magnificence de l'aigle. L'image de la Tunisie a été portée par sa politique étrangère et par des actions de lobbying d'envergure, orchestrées par Habib Bourguiba Jr. aux États-Unis et par Hedi Mabrouk en France. Cette image de la Tunisie a été symbolisée par des figures comme Madame Mendes France et Dag Hammarskjöld, avec lesquelles il a été mené une politique d'influence feutrée avant date, ce que l'on appelle maintenant le soft power. Cette image de la Tunisie a longtemps été symbolisée par la présence voulue et préméditée de grands militants à la tête de nombreuses organisations internationales, telles que Mounji Slim à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies en 1961, Bahil Adram à la présidence de la mission de cessez-le-feu Jordanie-Palestine en 1970, Habib Chati à la présidence de l'Organisation de la Conférence islamique en 1979, Chedli El-Klibi au secrétariat général de la Ligue arabe, Chedli Ayari à la présidence de la Banque arabe de développement de l'Afrique, Habib Boulares, Habib Ben Yahya, Taïb Bakouch à l'Union du Maghreb arabe et tant d'autres encore. Autant d'ambassadeurs de l'image qui témoignent de par leur position de la place préemptée par la Tunisie sur la scène internationale et qui témoignent des efforts des pères fondateurs pour la porter au firmament des étoiles montantes des nations libérées. L'appui à l'indépendance de la Mauritanie, le contingent militaire onusien des Tunisiens au Congo, le discours de Jéricho, l'appui à l'Angola et à l'Érythrée, l'obtention du soutien des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU dans l'affaire du bombardement de Hammamchat, pour ne citer que cela d'ailleurs. Ce non-veto américain, exceptionnel au Conseil de sécurité de l'ONU, que feu Béji Sepsi aurait voulu s'attribuer en exclusivité, mais qui était l'œuvre de Bourguiba, en prise directe au plus haut niveau de l'État américain. Ceci par une stratégie d'influence détournée, menaçante, menée par le lobbying de son fils Habib Bourguiba Jr. auprès d'amis proches personnels du président Reagan, qui étaient Harry Belafonte, Shirley MacLaine et Frank Sinatra. Il avait fait passer le message à Ronald Reagan de manière claire. Citation, « Mon père sera extrêmement déçu si votre ami président opposait un veto et ceci aura indéniablement des conséquences au niveau géopolitique de la part de mon père. » Fermez les guillemets. Sur cette base, et par cette action de lobbying, il s'empresse d'obtenir à la dernière minute l'accord du président Reagan pour renoncer au veto et mettre un vote d'abstention. Ce renversement prend de court la délégation israélienne qui n'a pas le temps de redresser le sens du vote et qui enregistre avec accablement l'adoption de la résolution tunisienne S-573 par 14 voix contre 0 avec l'abstention des États-Unis, ce qui a contribué à lui en assurer ainsi la faisabilité puis le succès au Conseil de sécurité contre Israël. Une stratégie d'influence qui relève d'un savoir-faire inné du président Bourguiba face au président Reagan. Dans sa grandeur prémonitoire, Bourguiba irradiait l'image de la Tunisie, là où son successeur en sera réduit à la payer, au sens les plus terre-à-terre du terme, durant la seconde étape qui aura été celle de l'après-7 novembre 1987, celle qui a suivi le coup d'État spartakiste et qui a laissé
des traces indéniables de ce qui était estimé par certains comme un droit de cuissage sur la Tunisie. Le tic-tac était déjà réglé à l'avance en matière de politique étrangère, de communication et de lobbying, mais il était quasi inexistant s'agissant de la diplomatie économique et des stratégies d'influence connexes. La politique étrangère était façonnée pour le compte et à la mesure du nouveau dirigeant de l'époque. La politique étrangère de la Tunisie était à la mesure de l'incarnation du pouvoir instauré après le 7 novembre. Elle était plate, sans odeur et sans saveur, sans relief ni prise de position saillante, ni au sein de l'OUA, où la Tunisie a brillé par sa carence, ni au sein de l'UMA, où la Tunisie a montré de grandes déficiences, ni même au sein des organisations internationales, où la Tunisie est restée à la traîne sur une trajectoire en roue libre en matière diplomatique. Ce n'est que sur la scène européenne que la diplomatie économique tunisienne a tenté de s'affirmer, mais en butant constamment sur les réserves timides émises en catimini par l'Union européenne. L'image de la Tunisie ne pouvait normalement qu'en pâtir, mais il se trouve qu'une machine de guerre de la communication a été installée et a permis de grimer les réalités, mettant l'accent sur la Tunisie comme un pays émergent. Ceci pour le grand bien des investissements étrangers, du tourisme et des relais de financement. Cette machine bien huilée avait été instaurée depuis les débuts de cette période de 1987 sur la base d'artifices sciemment dosés, d'habillage médiatique et de facéties sur les chiffres. Selon le principe de la patate chaude, ils ont oublié que les diplomates tunisiens ne sont tout de même pas des harkis du pouvoir et leur gêne était manifeste devant l'instrumentalisation des relais diplomatiques tunisiens pour façonner une image de la Tunisie sur mesure. L'Agence tunisienne de communication extérieure, ATCE, avait la haute main sur tout ce qui touchait à l'image du pouvoir et par là même de la Tunisie. En quelque sorte, l'artillerie, c'était le pouvoir, le croissant rouge, c'était la diplomatie. Tout cela était orchestré à la Goebbels, localement, selon la méthode à la fois de Méphistophélès, pour l'avoir réactualisé, si l'on peut dire, le gommage de sa posture complaisante d'alors. Qui peut ignorer les complicités indécentes, rémunérées, de toutes ces personnalités politiques étrangères et de ces journalistes étrangers qui avaient permis de transformer l'image de la Tunisie en shadow image. Ils ne recevaient tout de même pas que des paniers garnis. C'était du travail d'orfèvre de la part des donneurs d'ordre de l'époque. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'un ténor occidental de la com le dit que c'est forcément vrai. Est-il vraiment besoin de les citer un par un, dès lors qu'ils se sont identifiés eux-mêmes par l'expression latine asinus asinum fricat, ce qui signifie, en plus élégant, le baudet frotte le baudet. Ils étaient connus pour leur appartenance à ce fan club régimophile, autoproclamé, coordonné par une agence de communication étrangère, tellement fétichiste que le chiffre 7 était mentionné dans sa propre raison sociale. Pas très farouches ces entremetteurs, à la fois gardes-chasse et braconniers. Comme quoi, les snipers politiques peuvent être dissimulés dans l'ambulance même des pouvoirs. Mais ils finissent généralement par être rattrapés par la patrouille. Et en tout cas, c'est ce qu'espéraient les révoltés de 2011. Et la patrouille les a-t-elle réellement rattrapés en ce 14 janvier 2011, censé être libérateur? Ce jour où l'image de la Tunisie a crevé les écrans dans le monde et où sa notoriété et sa popularité ont explosé sur tous les continents,
Qu'a-t-on donc fait de cette image? La politique étrangère de la Tunisie a ondoyé sur la crête de cette vague porteuse en 2 temps, avant et après les élections de 2014. Dans un premier temps, elle a eu droit au clonage de la politique étrangère de la Tunisie sur l'image qu'elle renvoyait. Notre diplomatie est successivement passée de la diplomatie chahutée et bousculée à la diplomatie du franc-parler et de l'authenticité pour aller vers la diplomatie circonspecte et finir par la diplomatie de la savate sans vouloir en désigner le porteur. Une diplomatie parallèle qui a voulu engager des reconversions géopolitiques en direction des pays du Moyen-Orient, loin des partenaires principaux de l'Union européenne et loin d'une véritable stratégie d'influence et de lobbying pour la diplomatie économique. Et le résultat, c'est étrange, non? C'est comme mettre dans sa propre poche une grenade découpillée. C'est ce qui démontre qu'il ne suffit pas de se pavaner avec un portefeuille, même ministériel, le tout est de savoir ce qu'il y a dedans. Depuis lors, chaque nouveau ministre des Affaires étrangères s'était trouvé hérité de cette situation et serait pris entre le marteau et l'enclume de l'héritage et du tempérament. Il y avait même eu un secrétaire d'État à la diplomatie économique en fonction et dont personne n'a vu la silhouette, tant son évanescence était une véritable éclipse. Et les présidents de la République successifs dans tout ça, ceux-ci ayant engagé, bille en tête, une diplomatie tonitruante, ponctuée de revers retentissants dans les dossiers de l'UMA, de la Syrie, de l'OUA et de Bardeh el Mahmoudi. Seuls les lointains Corée du Nord et le Japon auraient ainsi trouvé grâce à leurs yeux comme palliatif cache-misère. Depuis ce moment-là, celui qui n'entend plus parler de lui-même se croit sourd, comme disait Talleyrand, le prince des diplomates. Histoire de goûter à la taquinerie, le président de la République actuelle semble avoir fait dans la modestie en matière de prérogatives de politique étrangère. Un grand moment de solitude, en quelque sorte. Ce qui ne serait pas pour déplaire aux forces dites émergentes qui ont enfoncé un coin en déclarant à un quotidien tunisien que la diplomatie de grand bruit ne rime pas forcément avec efficacité. Le nouveau président de la République dit qu'il voudrait engager une dynamique positive et vertueuse en se hâtant lentement. Mais comment ressusciter l'image écornée de la Tunisie et sa diplomatie économique devenue incontournable? Mais comme il y a toujours un effet caméléon entre le monde de la politique et celui de la diplomatie, notre prochain ministre va probablement s'appliquer à murmurer à l'oreille des chevaux, pour mieux les enfourcher ensuite, sabre au clair. En tout cas, ce sera toujours mieux que d'avoir l'oreille d'un autre type d'équidé. Le Grand Maghreb aurait eu besoin aujourd'hui d'un leader, un vrai. Les hommes d'État visionnaires et volontaires ne se bousculent pas au portillon. Nous en sommes malheureusement bien loin. Car comment penser et définir les contours d'une diplomatie économique, d'une stratégie d'influence, d'un lobbying professionnel sans conserver des liens encore inévitables avec l'Europe, avec le Maghreb, et sans repenser ici la révolution dont la Tunisie maghrébine a été le berceau. Du haut de son beffroi, et parfois avec effroi, l'Europe observe le Maghreb, en sachant pourtant qu'elle n'est pas elle-même étrangère à la dislocation programmée d'une de ses composantes qu'est la Libye. Dans ce contexte, comment la politique étrangère de l'Europe, en direction de son voisin du Sud, pourrait-elle rester imperméable aux mutations dont est désormais porteur le Grand Maghreb? Et comment l'image de
de ce Maghreb-là se reflète-t-elle au travers du prisme de l'absence de politique étrangère encore si peu harmonisée entre l'Europe et le Maghreb, un prisme qui se heurte fatalement à sa multiplicité. Autant de facettes qui ne peuvent pas faire l'objet ici, au cours de cette cérémonie, d'un inventaire probablement rébarbatif. Comme par exemple la politique européenne de l'Algérie, les accords du Maroc avec l'Europe, ou aujourd'hui la réforme de l'accord ALECA avec la Tunisie, en tenant compte des particularités politiques, de diplomatie économique et stratégie d'influence de la relation Europe-Maghreb. Quelle perception et quelle vision l'Europe a-t-elle du Maghreb et est-elle aussi dyadique qu'on le présente? En tout cas, ce qui peut d'ores et déjà être dit, c'est que l'Europe est en demande d'un Maghreb uni et que ceci passe inévitablement par la pierre angulaire de la diplomatie économique des uns vers les autres. Et même plus, ceci passe même par la déférence relationnelle. Il ne faut pas oublier que la première étape de la relation entre l'Europe et le Maghreb a été celle de l'indépendance et de l'ouverture à ce que l'on appelait alors le monde libre par opposition au bloc communiste. Sans aucun complexe, ceci a été mis en place. Ils avaient été les premiers à comprendre que le Maghreb doit se placer aussi en contiguïté avec l'Europe et ils avaient développé une véritable mutation avant l'heure. Le tic-tac était alors déjà réglé à l'avance, de manière apocryphe. Une politique qui était malheureusement façonnée pour le compte et à la mesure de certains courants politiques qui se sont avérés loin d'être ceux d'hommes d'État d'envergure et que la jeunesse tunisienne pensait vouloir éjecter en 2019, pour ne pas dire déjecter. La politique étrangère intermaghrébine et euro-maghrébine de la diplomatie économique tunisienne est fantomatique, à la mesure de l'incarnation des pouvoirs instaurés depuis la décade précédente. Elle était plate, sans odeur et sans saveur, sans relief, ni prise de position saillante, certes, mais les pays membres avaient montré de grandes différences. Les portes du vrai lobbying moderne vont-elles enfin être ouvertes à la diplomatie économique, dans la mesure où, avec un vélo à plusieurs sièges, on doit pédaler dans le même sens? Que reste-t-il d'ailleurs des espérances nées des visites de feu Béchir Sepsi au G8 de Deauville de 2011 et des perspectives qu'elle recelait? Que reste-t-il de la symbolique du standing ovation du Congrès américain de l'époque en hommage à la Tunisie? Était-il autant d'atouts pour l'image de la Tunisie aujourd'hui dilapidée? Il faudra bien finir par sortir de l'optimisme béat quant à l'avenir, sans occulter le pessimisme ambiant et lutter contre la décadence plurielle, même si nous pourrions dire comme lui, et c'est un vieux pays, la Tunisie, d'un vieux continent comme le nôtre, l'Ifriqiya, qui vous le dit aujourd'hui. Qui a été décroché depuis l'arc tendu à la force des bras par de vrais patriotes est entré droit dans le cœur du peuple tunisien, mais nous a inévitablement meurtris par l'évanescence de ce symbolique historique. Nous qui avons eu en nous et avons toujours une part de notre culture et de notre histoire commune fondue dans le croisement euro-méditerranéen qui nous caractérise, par-delà les deux rives, à l'initiative du destin. Ceci est la destinée et s'adresse particulièrement aux jeunes de Tunisie afin de témoigner de la profonde affliction et de la compassion en ce moment douloureux que l'esprit d'engagement permettra certainement de dépasser. La résurgence de cette magnifique œuvre qu'est la nation tunisienne, dont la majesté aura vite repris sa place, grâce à cette solidarité unificatrice des citoyens tunisiens et de ceux qui la partagent parmi nous. Il est impératif de mettre du bleu dans le ciel de cette Tunisie. Il va donc falloir se mettre au service de ce qui est plus grand que soi, car s'il y a un paradis, c'est justement parce qu'il y a un enfer.
Permettez-moi de terminer devant votre honorable Assemblée par des éléments d'appréciation patents relatifs à l'image de la diplomatie économique par le lobbying, souvent négligée par méconnaissance. Le sujet est entaché d'une certaine pudeur, dans la mesure où parler de lobbying véhicule dans l'imaginaire collectif une connotation entachée de suspicion, avec une odeur d'argent corrupteur et de copinage douteux. Et pourtant, le lobbying n'est pas une maladie honteuse. Bien que souvent escamoté par celui plus politiquement correct de Public Affairs. Il s'agit d'une véritable technique au service des institutions, de la gouvernance et des acteurs de la société civile. Le mot « loubiette », utilisé à toutes les sauces depuis le 14 janvier 2011 en Tunisie, a une toute autre signification que celui du lobbying qui nous intéresse ici. Le premier a une connotation péjorative proche de celle de bandes organisées, tandis que le second correspond à une véritable activité professionnelle, également appelée Public Affairs. On entend parler de loubiette en Tunisie en citant communément les noms de 2 ou 3 activistes de l'ombre, connus de tous et qui défraient la chronique. En réalité, ces personnages gravitent autour d'une autre galaxie que celle des véritables lobbyistes de métier. Car c'est bien d'un métier qu'il s'agit. On le dit et on le répète, quitte à prêcher dans le désert depuis 2 décennies. D'autre part, il ne s'agit pas ici, comme on le dit souvent, des lobbyettes qu'on évoque au détour des coupe-gorges politiciens dans notre pays. Il ne s'agit pas de ces bandes organisées-là. Le lobbying que j'évoque est le professionnel, celui qui est pratiqué dans le monde entier avec des règles bien spécifiques. D'ailleurs, l'OCDE l'a démontré et a délimité les règles d'encadrement du lobbying depuis 2 années déjà. C'est vous dire combien je suis à l'aise pour en parler. La Tunisie a mal à son non-lobbying, et tout particulièrement ces dernières années, au moment où elle en a le plus besoin. La connaissance de ce domaine échappe à nos dirigeants, faute d'en avoir la maîtrise, d'en cerner les véritables contours et d'en évaluer la teneur et la portée réelle. Ils nous en payons le prix aujourd'hui. On a souvent tendance à confondre le lobbying, le marketing politique et la communication, qui correspondent pourtant chacun à des actions spécifiques, bien qu'ils soient complémentaires. Le lobbying s'adresse au cercle d'intérêt et d'influence et s'articule autour d'eux par la création de groupes de pression en leur sein. C'est un travail de professionnel qui répond à des méthodologies et des exigences précises. Le marketing politique détermine le mode de pénétration auprès des décideurs, la manière de véhiculer une image ou un label, la définition et la sélection des cibles dans le paysage politique, économique ou médiatique visé. La communication implique le choix des supports, leur diffusion, leur fréquence, selon des critères de visibilité orientés vers l'objectif à atteindre, que ce soit directement ou indirectement. La définition d'une stratégie est toujours indispensable avant toute action de lobbying et de diplomatie économique. Prenons une opération qui avait été engagée au début de cette nouvelle République par les dirigeants tunisiens. Ils ont payé des milliards pour la campagne de communication sous le slogan « La Tunisie qu'on aime ». Malheureusement, parler de la Tunisie qu'on aime pointe du doigt l'autre Tunisie qu'on n'aime pas, autrement dit la Tunisie actuelle. C'est ce que l'on appelle un anti-message en creux. Mais s'en sont-ils seulement aperçus? Dans une autre opération, l'ancien maire de Paris avait joué en solo en faveur de l'image de la Tunisie. 3 places inaugurées coup sur coup à Paris, celle de Mohamed Bouazizi, celle de Farhat Hached
et l'esplanade Habib Bourguiba avec son buste dressé sur une stèle au bord de la Seine dans un quartier huppé de Paris. Là, c'était du marketing politique d'exception et non de la simple com. Dans le même esprit, on se souvient que le président Emmanuel Macron avait fait le boulot, il y a tout juste un an, lors du sommet de la francophonie à Erevan, devant feu Béji Caïd Sebsi. Il avait porté au nu la Tunisie devant les chefs d'État réunis pour stigmatiser officiellement l'islamisme et soutenir le caractère civil que l'État était censé porter. Voici une action de lobbying direct. En un moment où l'image de la Tunisie a besoin de relooking et où la diplomatie économique est sous-exploitée, pour ne pas dire évanescente, les appels sont restés vains pour la création d'une plateforme ad hoc à Bruxelles en direction des réseaux d'influence, des leaders d'opinion et de certains décideurs dominants qui sont complètement ignorés. D'un autre côté, la base que pourrait constituer l'OCDE à Paris est totalement inexploitée. Cherchez l'erreur et regardez du côté des images du Maroc et de la Turquie, pourtant tous deux dirigés par des islamistes aussi. Mais inutile de surcharger la barge davantage. Il est assez incompréhensible que les dirigeants tunisiens actuels ne maîtrisent pas les techniques du lobbying alors qu'ils ont l'expérience en live de réseaux qui font largement appel à ces techniques dans le monde. Les dernières élections tunisiennes en attestent. C'est pour le moins curieux, en un moment où ils papillotent pourtant en Tunisie en matière de storytelling et de cadeaux et de dons en tout genre. Il est vrai que pour certains, la couleur du chat importe peu, pourvu qu'il attrape la souris. Aujourd'hui, au moment où des nervis dans nos montagnes tentent encore de pratiquer la politique de la terre brûlée et de la violence, au moment où le citoyen se trouve projeté en orbite dans la stratosphère ésotérique, au moment où les carences d'un ordre républicain et d'une sécurité publique sont réelles, alors que les gouvernorats sont en roue libre, la perte de confiance est latente et l'image de la Tunisie en pâtit. Et par conséquent, de quelle diplomatie économique parle-t-on ? À la lumière de son présent, l'image de la Tunisie nouvelle a plus que jamais besoin de repères et de références internationales retrouvées. Elle n'est pas comme certains Émirats qui veulent s'acheter avec leur argent une histoire. Plus que jamais, elle doit projeter à l'extérieur la réhabilitation de son histoire républicaine, celle de la glorieuse épopée de la lutte pour l'indépendance, celle des résistants valeureux, celle des bâtisseurs de la liberté, celle des combattants suprêmes, celle des bâtisseurs de la Tunisie indépendante et moderne, celle de ses victoires et de ses combats tels qu'ils ont été portés tout au long de l'histoire millénaire de la Tunisie sur les bords de notre Mare Nostrum qui nous est si cher. L'étape à laquelle les jeunes de Tunisie ne pourront pas se soustraire devra être celle de la relève des bâtisseurs de l'indépendance et de la modernité. Une Mare Nostrum dont les eaux submergent en ce moment nos enfants, qui vont s'y jeter par flots entiers, sous la poussée du désespoir et sous l'effet attractif d'une Europe qui se raidit. L'Europe doit savoir que ni le Maghreb, ni la Tunisie n'ont vocation à installer une jungle de Calais sur nos rivages, ni à se voir submergés par le flux déstabilisant des refoulements. Ceci, au lieu de façonner l'avenir commun décrispé que les institutions européennes affichent pourtant officiellement, ostensiblement. C'est cela aussi la douloureuse réalité actuelle de l'Euro-Maghreb vue de l'autre côté de la Méditerranée et dont notre future diplomatie économique devrait tenir compte. Je me dois d'exprimer mon engouement renouvelé pour les appels verbaux affirmés en matière de diplomatie économique par chacun des nouveaux dirigeants successifs, mais qui semblent vouloir rester au stade du vœu pieux. Ainsi que vous avez dû le constater, j'ai tenu à dépasser la raideur
des analyses techniques que j'enseigne à l'université et je me suis senti partie intégrante active de l'engagement qui a été longuement exposé par tous et tous les tenants du pouvoir avec les qualités et les défauts propres à chacun. La rigueur mêlée à la motivation a constitué le fil conducteur du propos à cette occasion. Et la motivation ne peut pas s'exprimer dans toute sa plénitude si elle ne s'appuie pas sur le sentiment du travail pris à bras le corps avec toute la passion du devoir accompli et à accomplir. Est-ce le cas dans l'œillard, au centre de la meule du pouvoir? Devant nous tous, j'ai considéré bénéfique pour le devenir de ce pays de manifester un engagement effectif sans artifice. Je l'ai fait en connaissance de cause, en espérant la nécessité du degré d'engagement et l'obligation de la maîtrise du talent de tous, qui demeure l'un des objectifs majeurs de chacun d'entre nous. Un échange se révèle encore plus efficient dès lors que nous mettons du cœur à l'ouvrage, et c'est ce message que j'ai voulu porter. À la lumière de son présent, l'image de la diplomatie économique de la Tunisie nouvelle a besoin d'un lobbying professionnel véritable, fondé sur des stratégies d'influence adaptées, fondé sur des repères et des références internationales retrouvées. Plus que jamais, la Tunisie doit projeter la réhabilitation de son histoire républicaine, celle de la glorieuse épopée de lutte et celle des résistants valeureux au despotisme, celle des martyrs de la liberté. Si les gouvernants veulent distinguer la véritable image que reflète actuellement la Tunisie, il suffirait qu'ils se regardent eux-mêmes dans leur propre miroir, à moins qu'il s'agisse d'un miroir sans teint. Selon le dicton tunisien, ça a été un honneur pour moi que de m'exprimer devant vous.